Bonsoir et merci d'être venue. Merci Vanessa d'être avec nous ce soir. On m'a demandé d'animer cette table ronde et d'abord de vous présenter la personne qui a eu la gentillesse de faire le déplacement ce soir pour nous parler de la société de vigilance. On la présente plus beaucoup parce qu'elle est quand même aujourd'hui très connue, Vanessa Kodacchioni. Elle est historienne, politologue, maître de conférences à Paris 8. Et tu as beaucoup travaillé, surtout travaillé sur les procès politiques, sur l'histoire des procès, l'histoire de la justice et c'est son intervention dans des moments de crise, politique et notamment cette thèse passionnante sur punir les opposants, les procès politiques 47-62 du PCF, la justice d'exception et le dernier ouvrage en date qui est la société de vigilance sur l'autosurveillance, la délation et la façon dont cette société profite à l'État et finit finalement par grossir les renseignements que l'État peut engranger sur les citoyens. On a prévu, alors très brève présentation de Vanessa, mais je pense que ça suffit. Je crois qu'on trouve aisément tous tes ouvrages sur Internet. Je vais laisser la parole à Vanessa pendant une vingtaine de minutes. Elle va nous présenter donc la société de vigilance, cet ouvrage qui est le fruit de recherches et de connexions qu'on ne pense pas, même en tant que juriste, à faire et qui sont intéressantes et importantes à faire dans cette société-ci. Et ensuite, on aura une petite heure de questions où on pourra échanger avec la salle. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour l'invitation. Alors en effet, moi j'ai beaucoup travaillé, ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur la répression, puisque c'est vraiment mon dada, c'est la répression, et en particulier la répression des militants. Et ces dernières années, je me pose la question de l'évolution de la répression. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui est nouveau? Et il me semble que la répression, elle se renforce. Je pense que ça ne nous a pas échappé non plus. On voit très bien que non seulement les cibles de la répression deviennent de plus en plus étendues, on n'hésite pas à toucher des adolescents, des collégiens, des journalistes, des avocats, même sont touchés. Enfin, on a l'impression que plus personne n'est épargné, ce qui n'était pas forcément le cas avant par ailleurs. Et puis, autre caractéristique, de plus en plus d'institutions interviennent dans la répression. La police, la justice, évidemment les services de renseignement, l'administration et peut-être bien l'armée. L'armée qui est très importante dans le maintien de l'ordre. Et j'avais été très marquée par l'image des blindés dans Paris au moment de la crise des Gilets jaunes. Il me semble que ça dit quelque chose sur de potentielles interventions. Mais il me semble qu'il y a une caractéristique qui est essentielle et sur laquelle je n'avais jamais travaillé et qui me semble de plus en plus importante, c'est l'appel de plus en plus fréquent à la population pour traquer des individus et pour cibler des groupes entiers, c'est-à-dire pour aider la police à arrêter des gens et à les faire condamner. Et c'est ça dont je vais vous parler ce soir, même très brièvement, c'est les appels à la participation citoyenne à la répression. C'est ce que j'ai appelé de manière provocatrice un petit peu la répression participative. Vous voyez bien l'idée. Pour parler de cette répression participative, je vais partir d'un discours d'Emmanuel Macron en date du 7 octobre 2019. Vous vous en rappelez certainement, il y a eu un attentat à la préfecture de police de Paris en octobre 2019, en tout cas qualifié comme ça par les gouvernants, c'est-à-dire un homme qui a tué ses collègues à coups de couteau. Donc c'était un épisode dramatique et Emmanuel Macron a fait un discours 2 jours après en hommage, en cérémonie, lors de la cérémonie d'hommage aux victimes. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non, c'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, si notre pays se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Et tous les journalistes se sont focalisés sur ça. L'islamisme, l'hydre islamiste, etc. Mais ce n'était pas ça qui était important, c'est la suite. Que dit Emmanuel Macron? Il dit « Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous convient de bâtir. La vigilance, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Autrement dit, surveillons-nous et signalons les comportements déviants. »
3 jours plus tard, l'université de Cergy-Pontoise recevait une fiche de détection des signaux faibles de radicalisation que tous les membres de la communauté universitaire devaient signaler et dénoncer. Je vous les cite: changement de physionomie, port de la barbe sans moustache, changement vestimentaire, intérêt soudain pour l'actualité internationale, etc. Voilà les signaux faibles de radicalisation. Et en fait, c'est ça la société de vigilance. C'est une société dans laquelle les pouvoirs publics, les chefs d'État, les gouvernants, mais aussi un certain nombre d'institutions publiques et privées, j'y reviendrai, appellent à la surveillance mutuelle des citoyennes et des citoyens, que nous nous surveillons tous, mais aussi appellent à ce que l'on s'engage pour aider la police et participer au maintien de l'ordre. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, c'est que non seulement on nous demande d'aider la police, mais en fait on nous demande de penser comme la police. Et d'avoir un regard policier, c'est-à-dire de toujours regarder les autres avec un regard suspicieux, un regard inquiet, un regard méfiant. Je vous donne un dernier exemple, c'est la volonté de Gérald Darmanin, vous l'avez peut-être vu, de créer un corps de réservistes de la police nationale qui, je le cite, comprendrait des boulangers et des avocats. Et nous sommes ravis de savoir qu'au bout de quelques semaines de formation, il pourrait porter une arme. C'est ça aussi la société de vigilance dans laquelle on appelle les gens à participer, c'est ça. Et puis récemment, il a mis en place une plateforme de signalement pour que tout un chacun puisse signaler près de chez soi des points de deal. Et il tweete souvent là-dessus, il nous renvoie à nous toutes et tous sur le site internet moncommissariat.com. Et moncommissariat.com, le titre n'est pas choisi par hasard, ça dit bien qu'on doit être en lien avec la police, on doit aimer sa police, on doit avoir confiance avec sa police. Bon. Comment est-ce que cette société de vigilance, elle s'est mise en place? Je vais très vite sur la condition sociale, mais quand même c'est important. Évidemment, c'est lié aux mutations de l'antiterrorisme et aussi à la potentialité meurtrière inédite des attentats dits islamistes. Et l'événement central, chaque fois qu'on travaille sur la répression, il y a un événement sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, c'est le 11 septembre 2001. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe après le 11 septembre 2001? Mais vous l'avez tous en tête, je suppose. Première question aux États-Unis, mais pas. Comment se fait-il que les services de renseignement américains, qui sont les plus puissants du monde, n'ont pas pu déjouer cet attentat? Et alors aux États-Unis, vous avez des commissions, des rapports, des experts qui vont s'exprimer. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu déjouer? Et le grand résultat de ça, de toute cette réflexion sur les services de renseignement aux États-Unis, c'est de dire les États-Unis ont trop privilégié le renseignement technologique. Les caméras de vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, enfin il n'y avait pas la reconnaissance faciale à l'époque, mais tout ce qui est technologique, la surveillance des réseaux sociaux, des communications, au détriment du renseignement humain, c'est-à-dire transmis par l'homme et la femme, transmis par l'humain. Du coup, il va y avoir deux conséquences à ça. Premièrement, on va recruter massivement des agents de services de renseignement pour qu'ils soient sur le terrain, et ça, c'est pas qu'aux États-Unis, on le retrouve aussi en Europe, au Canada, dans d'autres pays. Deuxième conséquence très importante pour ceux qui nous occupent, c'est qu'on va considérer que les yeux et les oreilles des citoyens sont l'arme suprême de lutte contre le terrorisme. L'idée, c'est que les citoyens ont un pouvoir intrusif, un pouvoir de détection beaucoup plus important que celui des agents de l'État. Et vous avez aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, mais aussi au Canada, mais aussi en Australie, énormément de campagnes politiques qui vont viser à associer la population à la lutte antiterroriste. L'une des plus importantes, elle est en 2010 aux États-Unis. Elle s'appelle, et le titre est bien choisi, « If you see something, say something ». Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Et donc, dans les transports en commun, dans les lieux publics, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, il va y avoir des affiches, des vidéos, etc., indiquant qu'il faut signaler, dénoncer, appeler la police en fonction de certains signes. Par exemple, laisser son sac à dos sans surveillance, parler nerveusement au téléphone portable, utiliser de l'argent liquide ou vérifier sa montre à plusieurs reprises. Voilà les signes qu'il faut suspecter et dénoncer. Et d'autres pays, on pourra en reparler si ça vous intéresse, sont allés exactement dans cette voie-là d'appel à la délation et au signalement. Avec, par exemple, en Australie, on a même envoyé des lettres dans les maisons des citoyennes et des citoyens pour leur dire « appelez-nous, signalez, dénoncez tel comportement, tel comportement ». Donc ça peut aller très loin. Tous ces programmes, ils nous disent quoi? Tous ces programmes d'appel à la délation, ils nous disent quoi? Premièrement, qu'il y a la nécessité pour les chefs de l'État de faire appel à la population pour obtenir des renseignements par le bas. C'est-à-dire que lui-même ne se sent pas capable de recueillir par lui-même. Deuxièmement, évidemment, c'est important,
ça nous renseigne sur l'aspect essentiel de l'antiterrorisme, mais aussi de la répression aujourd'hui, c'est son caractère préventif. C'est quoi le caractère préventif de l'antiterrorisme ou de la répression? C'est d'empêcher les gens de passer à l'acte. C'est pas idiot de se dire on va empêcher quelqu'un de poser une bombe. Il vaut mieux l'arrêter évidemment avant. Seulement, il y a deux problèmes. C'est que d'un côté, comment est-ce que vous réprimez des gens avant qu'ils fassent quelque chose? C'est la répression des intentions, ou la répression des appartenances, ou la répression des idées. Et puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette stratégie de répression préventive, elle va s'appliquer à énormément de domaines. Et on observe ça aujourd'hui dans le cadre des manifestations. Ce qu'on appelle la neutralisation préventive en matière d'antiterrorisme, aujourd'hui on fait ça dans les manifs. Moi j'ai travaillé, je vous le dirai peut-être si ça vous intéresse, mais sur des dossiers judiciaires de gilets jaunes, et j'ai expertisé les dossiers de centaines de gilets jaunes à Paris qui ont été arrêtés à Paris. La plupart des gilets jaunes à Paris ont été arrêtés avant de manifester. C'est ça aussi la répression préventive, hein. C'est le maintien de l'ordre préventif, mais ça s'applique aussi. Et ce qui veut dire aussi, et ça j'insiste là-dessus parce que moi je suis spécialiste des procès et de la justice pénale, c'est ça qui m'intéresse, les procès. Et en fait on voit que ça disparaît complètement dans ce type de discours. Je vous cite un sénateur américain, les propos qu'il a tenus en 2011. Il s'appelle Trent Franks. Il dit « La semaine dernière, le procureur général a soutenu que notre système judiciaire est, je le cite, notre arme de lutte la plus efficace contre le terrorisme. » Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord. Notre arme de lutte la plus efficace contre le terrorisme, ce sont les yeux et les oreilles de 301 millions d'Américains qui partagent un but commun, assurer la sécurité du pays. Par contre, je ne suis au courant d'aucune attaque qui aurait été empêchée par une ordonnance d'un tribunal ou une poursuite judiciaire. Autrement dit, ça montre bien comment, dans le cas de l'antiterrorisme au moins, on essaie de contourner l'autorité judiciaire et malheureusement, on a des exemples beaucoup plus graves de contournement de l'autorité judiciaire aux États-Unis avec le cas symptomatique de Guantanamo, mais on pourrait prendre des exemples beaucoup moins lourds et moins graves. Troisièmement, qu'est-ce que ça nous dit, ces appels à la délation? C'est que ça nous renseigne aussi sur une caractéristique de l'antiterrorisme et de la répression, qui est la tendance à l'invisibilisation. La répression, c'est quelque chose qui se voit. C'est les procès, c'est les violences policières, par exemple. Mais on voit aussi très bien que de plus en plus, la répression, c'est ce qui ne se voit pas. C'est les écoutes, c'est les filatures, c'est le fichage, et c'est les yeux et les oreilles des citoyens qui vont regarder leurs concitoyennes et leurs concitoyens et dénoncer, par exemple, sur des plateformes de signalement en ligne. Ça ne se voit pas. Et ça se voit d'autant moins qu'on ne sait jamais ce que ça devient, ces dénonciations. Essayez de travailler sur qu'est-ce qu'ils sont faits de tous les signalements et de toutes les dénonciations qui sont faites. C'est impossible. On ne peut pas le savoir. Donc, mon hypothèse à moi, et je vous la livre tout de suite, et je m'appuie sur Michel Foucault qui disait que, Michel Foucault, le philosophe, il disait quand on avoue quelque chose, le plus important, c'est pas ce qu'on avoue, c'est d'avouer. C'est le fait même d'avouer, c'est-à-dire de parler à la police ou de parler au juge. Eh bien, je pense que la délation et le signalement, c'est exactement la même chose. Ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est qu'on le dise. C'est-à-dire qu'on fasse la démarche de signaler ou de dénoncer quelqu'un ou de faire appel à la police. C'est ça qui compte. En tout cas, c'est la thèse que je défends. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette société de vigilance, sur la surveillance dans la société? Eh bien, il me semble que cette société de vigilance, elle témoigne d'une transformation des types de surveillance qu'il existe dans la société. Il en existe 3 surveillances. Je vous les cite et puis on les reprend une à une. La surveillance de l'État. Facile, c'est celle qui part de l'État vers nous. C'est l'État qui nous surveille. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la surveillance horizontale ou la surveillance latérale. C'est nous qui nous surveillons entre nous. Et puis, il y a une dernière surveillance qu'on oublie souvent, c'est la surveillance populaire du pouvoir. C'est celle qui part du bas vers le haut. C'est nous qui regardons ce que font l'État. Et justement, il me semble que ces dernières années, on assiste à une transformation de ce type de surveillance. Je prends la première. La surveillance étatique, évidemment, elle se renforce. Je ne vous apprends rien. On le sait depuis les révélations d'Edward Snowden, les populations sont l'objet d'une surveillance constante, massive, quotidienne, qui touche toutes les activités sociales. Les achats, le loisir, le travail, les déplacements, les communications avec autrui, etc. Je vous incite par ailleurs à regarder le film ou les reportages sur Snowden. On peut parler aussi du fichage, dont personne ne parle et qui ne suscite pas vraiment de réaction. J'ai été extrêmement surprise que, vous savez que Gérald Darmanin, encore lui, il y a quelques mois, a dit qu'il allait ficher les gens, on allait être fichés pour nos opinions politiques et nos activités syndicales. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de protestations contre ça? Pas sûr. J'avais lu dans un livre dont j'ai oublié la référence que nous étions chacun, tout un chacun, vous, moi, on est dans 500 fichiers aujourd'hui.
Pas que des fichiers de l'État, hein, des fichiers commerciaux aussi, bien évidemment. On est dans 500 fichiers. Donc le fichage, évidemment, est quelque chose de très important. On peut évidemment parler du recours massif à la vidéosurveillance, avec des caméras de plus en plus perfectionnées, intrusives. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Nice, si vous vous êtes baladé sur la promenade des Anglais, moi oui. Je me suis assis sur un banc et puis j'ai une caméra qui m'a dit en gros, vous faites trop de bruit, il faut se lever, il faut partir. Une caméra. Bon. Et puis évidemment, la reconnaissance faciale, hein, qui se développe à une vitesse grand V dans d'autres pays, la Chine évidemment, les États-Unis. Et vous savez que certaines villes de France l'expérimentent, c'est le cas de Christian Estrosi, hein, qui essaie d'implanter la reconnaissance faciale à Nice. Et si ça vous intéresse, il y a un super reportage là-dessus, enfin, c'est un super docu, qui s'appelle Tous surveillés, ou 7 milliards de surveillés, et qui porte justement sur la reconnaissance faciale. Et on voit Christian Estrosi, hein, qui essaie d'implanter la reconnaissance faciale dans la ville de Nice, donc c'est super intéressant. Donc, sans surprise, la surveillance de l'État, elle se renforce. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est de cette surveillance latérale, de cette surveillance entre nous? Eh bien, celle-ci aussi, elle se renforce continuellement. Sous les appels politiques dont je vous ai parlé, alors le coronavirus, on pourra en parler aussi, parce que pendant la crise du coronavirus, alors pas trop en France, il n'y a qu'une élue qui a fait ça, qui a appelé à la délation. En fait, je fais une parenthèse sur le coronavirus. Il y a eu tellement de dénonciations pendant le coronavirus que certaines mairies à Paris ont été obligées de dire aux habitants de publier des communiqués pour dire arrêtez de dénoncer vos voisins, ça suffit, on n'en peut plus. Et certaines villes de France ont été obligées de publier aussi des communiqués en disant, c'est le cas en Corse, hein, Codazioni c'est pas italien, c'est corse, donc je regarde toujours ce qui se passe en Corse. En Haute-Corse, la police a dit arrêtez, vous saturez tous les services d'appel, que ce soit de la police, des urgences, etc. Vous êtes en train de créer une catastrophe. Donc en France, hein, il n'y a même pas eu besoin d'appel, enfin il y en a eu quelques-uns, mais il n'y a même pas eu besoin d'appel pour qu'il y ait énormément de dénonciations. Ce qui veut dire aujourd'hui que c'est complètement banalisé, c'est quelque chose qui s'est banalisé, qui est totalement insidieux. En tout cas, il y a des appels politiques à la délation, mais ce sur quoi je veux insister, c'est le fait aussi qu'il y a des appels privés, des appels des sociétés marchandes qui veulent nous inciter à avoir des comportements voyeuristes et des comportements espions. Et j'ai été très étonnée quand j'ai travaillé là-dessus, à quel point c'est puissant en fait. C'est ce que j'ai appelé moi le marché de la suspicion. C'est-à-dire qu'il nous pousse toujours à douter de l'autre, à traquer ses mensonges, à acheter un ensemble de dispositifs de sécurité privés. Alors, par exemple, hein, je vous en cite un qui m'amuse, même si c'est pas vraiment très drôle, hein, c'est les détecteurs de mensonges portables, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui sont censés mesurer le mensonge de votre femme, de votre mari, de vos amis, par la mesure du stress vocal. C'est un exemple. Deuxième exemple, alors là on le retrouve beaucoup aux États-Unis, c'est l'achat en ligne d'informations personnelles sur autrui. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez acheter des informations judiciaires sur quelqu'un. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, vous faites une rencontre amoureuse ou sexuelle, j'en sais rien. Vous voulez savoir si cette personne, elle a été mariée, si elle paye une pension alimentaire, vous pouvez acheter ces informations. Et je ne parle même pas, évidemment, de la délinquance sexuelle aux États-Unis. Donc, vous savez que les délinquants sexuels aux États-Unis sont des objets de foire. Hein, et que, quand je dis des objets de foire, c'est réel. C'est-à-dire que dans les foires aux États-Unis, vous avez des machines où vous pouvez mettre de l'argent pour connaître le nom des délinquants sexuels. Donc, il y a un marché où vous pouvez acheter les noms des délinquants sexuels sur des CD-ROM en payant, etc. Je parle aussi des caméras de surveillance, des nouvelles caméras de vidéosurveillance. Non pas qu'on met à l'extérieur de sa maison pour voir s'il y a des voleurs ou des rôdeurs, mais qu'on peut mettre à l'intérieur de sa maison pour surveiller qui? L'aide ménagère, la nounou, etc. Avec un phénomène d'ampleur énorme. Je vous suggère de rentrer chez vous, si vous, évidemment vous allez taper sur Google, donc vous allez être encore repéré, mais et tapez surveiller ma nounou ou caméra pour nounou. Vous allez voir le marché que c'est et ce qu'on va vous proposer. Des caméras dans les nounours, dans des jouets, etc. Et puis, évidemment, il y a tout un marché privé sur lequel j'insiste quand même pour espionner sa famille. Et qui me semble, là encore, en expansion. Vous avez beaucoup d'articles d'émissions là-dessus, hein, où on vous propose, par exemple, de mettre des puces GPS dans les vêtements, dans le cartable de votre enfant, de géolocaliser leur téléphone portable, de mettre des micros, etc., de surveiller l'ordinateur, le téléphone. Et je voulais, parce que ça me tient à cœur, c'est que les premières victimes de ce qu'on appelle le cyberharcèlement ou la cybersurveillance, c'est les femmes. On sait que dans le cas des féminicides notamment, beaucoup de femmes avaient subi ce type de surveillance
intrafamiliales hein, et étaient espionnés par tout un tas de moyens par leur conjoint. Ce qui veut dire quoi, et c'est ça qui m'intéresse quand je vous dis ça, c'est que cette société de vigilance, elle est permise par toute une technologie de pouvoir qui se sert des évolutions technologiques, des nouvelles techniques de communication pour susciter l'autosurveillance et la délation. Évidemment, il faut que je parle des plateformes de signalement en ligne. Hein. Les plateformes de signalement, c'est quelque chose qui ont explosé ces dernières années, mais on pourrait prendre aussi des applications téléphoniques. Par exemple, hein, dans le cadre du coronavirus, mais les États-Unis font ça pour la criminalité de manière générale, en Angleterre et en Italie, vous avez pu télécharger une application sur votre téléphone pour signaler un voisin, un passant, etc., qui ne respecterait pas les consignes et les gestes barrières. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment une utilisation des technologies par la police hein, et par l'État pour qu'on se surveille entre nous. Ce qui veut dire qu'il y a un double usage de notre corps. Et ça aussi c'est important. Notre corps, il est utilisé comme un corps sur lequel on va puiser des informations. Nos empreintes, notre ADN, bientôt l'image de notre visage. Donc nous-mêmes, notre corps, il est source d'informations. Mais notre corps va aussi être utilisé, nos yeux et nos oreilles, pour que l'on regarde les autres et pour que l'on dénonce les autres et qu'on les livre à la police. Alors je pourrais vous passer, j'ai plein d'exemples en tête hein, sur cette manière-là. Par ailleurs, les deux surveillances étatiques et horizontales peuvent se renforcer. J'ai le cas en tête d'un programme chinois, alors c'est toujours les Chinois, ils font des trucs délirants, mais qui s'appelle le programme Yeux perçants. Et en fait, c'est dans les campagnes en Chine, les paysans peuvent brancher leur télévision ou leur téléphone portable sur les caméras de vidéo de surveillance de la ville pour surveiller eux aussi et faire le travail avec la police. Vous avez aussi ça à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ils ont mis des caméras et tout le monde, vous aussi, vous pouvez vous connecter et puis surveiller les passages à la frontière et dénoncer les gens qui voudraient passer à la frontière. Donc vous voyez comment on utilise la population de plus en plus pour signaler. Et puis effectivement, dernière surveillance, celle dont je vous ai parlé. Alors ce qui me semble intéressant, excusez-moi, avant de la dernière surveillance, je voulais vous dire quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est que ces injonctions sécuritaires, cette injonction à se signaler, elle va toucher évidemment les institutions publiques, elle va toucher les centres commerciaux, la rue, les transports en commun, mais elle va toucher des lieux qui devraient être perméables à ce type, imperméables à ce type d'injonction sécuritaire et de processus sécuritaire. C'est le cas de l'école, par exemple. L'école, aujourd'hui, est devenue un lieu où le signalement est central dans l'activité des écoles. Il y a une forme de policiarisation de l'école. On veut faire entrer la police dans l'école, mais on veut aussi transformer les enseignantes et les enseignants en policiers. Et c'est pour ça que le signalement prend une place. Et dans le cas de l'antiterrorisme, évidemment, ça donne lieu à énormément de dérives. Hein. Alors, ça, il y a des dérives en France, évidemment, avec des centaines de jeunes qui sont signalés, mais il y a des grosses dérives dans d'autres pays européens, je pourrais vous en citer plein, qui touchent des enfants de 4 ans, 3 ans, qui sont signalés pour radicalisation. Ce qui renvoie à une vieille idée en France de la droite française, qui a été réactivée sous Nicolas Sarkozy, et selon laquelle on peut détecter les signaux de radicalisation et de violence, de dangerosité, de manière plus générale, dès 3 ans. C'est-à-dire dès l'entrée à l'école maternelle. Et ce processus-là de signalement de la radicalisation a complètement ravivé ces débats sur la radicalisation dès l'école maternelle. Vous verrez des articles de presse là-dessus. L'école, l'université, alors l'université, nous on est des mauvais élèves. Hein. J'ai lu des rapports parlementaires, l'université est vraiment une mauvaise élève. Le préfet de police se plaint sans cesse qu'on ne signale pas assez, et il se plaint qu'on n'a pas assez de lien avec les services de renseignement, donc vraiment l'université, on est nul, et on est classé comme une institution vraiment qu'il faut surveiller encore plus, etc. Autre secteur qui devrait être imperméable à cette surveillance, à cette relation, c'est la famille. Aujourd'hui, la famille est un lieu d'investissement sécuritaire inédit. On veut que les membres de la famille se dénoncent entre eux, se surveillent. Et c'est le cas, alors je sais plus, j'ai plus la date en tête, hein, mais quand on a supprimé l'immunité familiale en cas de non-dénonciation de crimes et de délits terroristes. 2016. Aux Pays-Bas, au Danemark, il y a des propositions, enfin il y a des choses qui ont été faites pour supprimer
les allocations familiales des familles qui ne dénonceraient pas leurs enfants ou qui ne se soumettraient pas aux normes de citoyenneté et qui ne participeraient pas à des réunions sur la radicalisation. J'avais été, moi, très frappée après les attentats du 13 novembre 2015. Alors, j'ai été très frappée par les attentats tout court, hein, je le précise tout de suite, hein, j'ai été horrifiée. En plus, j'étais au Stade de France, hein, donc je sais très bien ce que c'est les attentats du 13 novembre. Mais j'ai été très surprise et très choquée de la manière dont les familles françaises en général ont été ciblées comme défaillantes. Comment les parents n'ont pas vu. Et vous, si votre enfant décroche ses posters dans les murs, n'écoute plus de musique, a un comportement étrange, attention, surveillez votre enfant, etc., signalez votre enfant. Je signale que ça, c'est de la pure com. C'est de la pure com. 50% des dénonciations en matière de radicalisation et de terrorisme viennent des familles, en particulier des mères. Donc les familles dénoncent beaucoup leurs propres enfants. Je voulais quand même le dire. Mais c'était pour vous montrer que, vous voyez, ça va jusqu'à la famille. Parce que c'est là où l'État veut aller, là au plus près du secret. Là où vraiment l'intimité se crée et se joue, et veut toucher les liens familiaux. La famille, pour moi, étant de sang ou choisie, bien sûr. Donc voilà pour cette surveillance latérale, et puis je finirai par la surveillance populaire, donc qui part du bas vers le haut. Eh bien, on voit que cette surveillance populaire du pouvoir, ou cette vigilance citoyenne, elle est combattue, affaiblie ou criminalisée. C'est le cas des lanceurs d'alerte. Vous connaissez certainement le sort de tous les lanceurs d'alerte, hein, précisément parce que elles et eux, ils ont regardé là où il ne fallait pas regarder. Parce que tout mon propos, c'est de dire que l'État, il veut que nous regardions certaines choses, certaines personnes, certaines institutions, mais surtout pas l'autre. Ça, c'est le premier cas. Et puis, on peut prendre l'exemple très récent, dont vous avez entendu parler, je suppose, c'est l'article 24 de la loi sécurité globale. La vigilance populaire du pouvoir, ou de l'État, ou de ses agents, c'est aussi pouvoir filmer sa police. Or, l'article 24, il visait quoi? Il visait précisément à empêcher, alors pas de filmer forcément, mais de diffuser les images de la police. Ce qu'on appelle le cop watching, surveiller la police, qui est un droit, ou un droit citoyen, hein, eh bien, est de plus en plus contesté, combattu, voire criminalisé. Donc on voit très bien qu'on tente d'affaiblir cette surveillance du bas vers le haut. Et pour ne pas être trop longue, et je finirai par là, c'est que, à quoi ça sert tout ça? Ce que je viens de vous décrire. Eh bien, en fait, ça sert à créer des insécurisations mutuelles, où tout le monde a peur de tout le monde. D'un côté, vous avez des gens qui ont peur des attentats, peur de l'insécurité, peur... et qui vont dénoncer, ou signaler. Et puis de l'autre, vous avez aussi des gens qui ont peur de leurs voisins, qui ont peur de leurs collègues, qui ont peur d'être dénoncés. Je vous signale quand même que l'accusation de terrorisme aujourd'hui, par exemple, elle est très utilisée dans le cadre de conflits entre collègues, dans les cas de conflits de divorce, quand il y a la garde d'enfants, ou dans le cas des écoles où il y a des parents qui vont dénoncer des enfants, ou etc., etc. Donc c'est très utilisé dans des conflits, donc il y a des gens qui ont peur d'être dénoncés. Et beaucoup de gens, par exemple, sous l'état d'urgence, ont été dénoncés ou ont eu peur d'être dénoncés. Donc du coup, ça crée une insécurisation mutuelle. Tout le monde a peur un peu de tout le monde, et finalement, ça accroît le pouvoir de l'État sur nous, parce qu'on est divisé, et parce que les luttes communes sont plus difficiles. Voilà, je ne veux pas être trop longue, mais je veux laisser le temps à la discussion.